Je cherche mon... Ah, ça y est, je l'ai. Voilà. Vous mettez en plein écran et ce sera bon. Oui. C'est bon? J'ai toujours les petites notes, là, c'est curieux. Alors, le live, vous êtes en ligne. D'accord, ok. Très bien. Donc bonjour à tous. Je ne sais pas combien nous sommes pour cet après-midi. En tout cas, il est l'heure de parler du transfert de données personnelles à l'étranger, c'est-à-dire en dehors des pays de l'Union européenne. Et en fait, on le sait tous, hein, puisque vous êtes là, que nous n'avons plus de décision d'adéquation entre l'Union européenne et les États-Unis, puisque c'est la fin du Privacy Shield en juillet 2020, là cet été. Et donc, on peut se demander si ce n'était pas un acte politique de manière à protéger aussi, à faire du protectionnisme de la part des autorités européennes vis-à-vis des Américains. Et on s'aperçoit que, bien sûr que non, puisque le texte du RGPD, déjà en 2016, prévoyait que la protection de la vie privée, du moins des citoyens européens, était au cœur du RGPD, quelles que soient les frontières. Donc, on va rentrer dans la pratique. Et comme je vous dis, le RGPD, il est fondé sur la Charte des droits fondamentaux de l'homme de l'Union européenne. Et à divers moments, divers articles du RGPD, on le souligne, dès le début, puisque c'est le considérant numéro 1, et dès l'article 1 du RGPD. Voilà. Donc, le cœur du dispositif de protection des données personnelles, il est bien là, il est bien dans la Charte des droits fondamentaux. Quoi qu'il arrive, et quel que soit le territoire, lorsqu'il s'agit bien sûr des données des citoyens européens. En fait, il y a trois principes, trois mots qui peuvent nous guider lorsque l'on transfère, lorsque les données personnelles que les personnes concernées nous ont confiées quittent notre société. C'est l'adéquation, on va aller vérifier si les procédures du sous-traitant ou de l'autre responsable de traitement sont adéquates au RGPD. Est-ce que c'est équilibré? C'est-à-dire qu'on peut faire des efforts, mais de toute façon, de l'autre côté, c'est équilibré. Et bien sûr, on va ajouter éventuellement des garanties appropriées. Ces trois mots, on les retrouve tout le temps. On va revenir dessus. Donc, le principe fondamental, c'est la continuité du niveau élevé de protection des données personnelles et de la vie privée, quelle que soit la société, quel que soit le territoire. Alors, je vous ai mis le fondement, hein, c'est le chapitre 5 du RGPD, c'est les articles 44 à 50. Ça, c'est juste... Après, je rentre dans le détail ici et je vous parle des 4 possibilités que l'on a pour transférer les données à caractère personnel en dehors du territoire de l'Union européenne. On a les décisions des accords bilatéraux entre l'Union européenne, donc les pays de l'Union européenne, et le pays tiers concerné. Donc là, j'ai toute la liste, et cette liste-là, elle est fermée. C'est-à-dire qu'en dehors de ces pays-là, il n'y a pas de décision d'adéquation. Et il fallait rajouter jusqu'en juillet les États-Unis. Aujourd'hui, il n'y a plus les États-Unis. Lorsqu'il y a cet acte bilatéral, à côté de ça, il y a les clauses contractuelles type. Ce sont des contrats qui ont été validés par la Commission européenne, qu'on ne peut pas modifier, mais on peut y ajouter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas retirer des garanties, mais bien sûr qu'on peut les rajouter. Pourquoi? Parce que, en fait, on a toujours ce principe de garantie appropriée. Donc, on va aller voir la personne avec qui on va contracter et on va vérifier si déjà ces procédures internes correspondent et protègent les données personnelles, et on va en rajouter si ça ne suffit pas. C'est ce contrat-là qui sera vérifié en cas de contrôle. On a les Binding Corporate Rules qui sont assez
assez courante dans des firmes qui sont dans plusieurs pays. Donc, en fait, ils ont décidé d'avoir ces procédures-là. Je peux citer, par exemple, des entreprises comme EY ou KPMG. Et bien d'autres sociétés aussi américaines, elles ont leur Binding Corporate Rules. La seule chose, c'est qu'il faut bien vérifier si ce document-là a bien été contrôlé par la CNIL ou par l'homologue, bien sûr, de la CNIL dans un autre pays, soit en Allemagne, en Espagne, etc. Et là encore, si ça ne suffit pas, alors on rajoute des garanties. C'est ça qu'on va négocier. Et puis, on a quelques cas particuliers de l'article 49. Là, c'est extrêmement précis, donc on ne va pas passer beaucoup de temps dessus. Il faut vérifier, mais quoi qu'il en soit, ça rentre également sous le chapeau des garanties appropriées. Donc, là encore, il faut vérifier, même si on rentre et qu'on a le consentement explicite, ça ne suffit pas. Il faudra vérifier si la personne, ce qu'on appelle l'importateur des données, protège bien, sécurise bien les données qu'on a envoyées. Ça, c'est vraiment important. Je vais revenir sur ces décisions d'adéquation. Je vous ai dit que c'était pourtant une décision un peu comme un traité entre quand même des États. Eh bien, même ce texte-là, en fait, ce n'est qu'une présomption. C'est-à-dire qu'on peut le combattre si on arrive à démontrer que finalement, les garanties ne sont pas suffisantes. C'est ce qui s'est passé pour le Privacy Shield. C'est-à-dire qu'un quidam, M. Schrems, autrichien, a réussi à faire entendre raison aux juges européens, à la CJUE, en disant « mais en fait, ce n'est qu'une présomption et moi, j'ai des éléments pour combattre ce texte qui, en fait, n'offre pas les garanties du RGPD. » J'ai souligné le Canada et le Japon pour vous donner des exemples. Le Canada, on a conclu l'accord, la décision d'adéquation avec le Canada en 2001. Il faut faire attention parce qu'en fait, elle n'est pas absolue, cette décision. C'est-à-dire qu'elle est limitée aux organisations du secteur public et pour des contrats commerciaux. Par exemple, le transport, par exemple, les télécommunications. Mais tout ce qui est santé, c'est en dehors de cette décision d'adéquation. Donc, si on a des données de santé qui partent au Canada, eh bien, ce ne sera pas, même s'il y a cette décision d'adéquation et on se dit on est tranquille parce qu'il y a cette décision étatique, eh bien, ce ne sera pas suffisant parce qu'elle ne rentre pas dans l'accord de décision d'adéquation, dans l'accord bilatéral. Voilà, donc il faut quand même vérifier à chaque fois si ça rentre bien dans le texte. Pour le Japon, c'est extrêmement récent puisqu'en fait, l'accord a été signé en 2018 seulement. Et effectivement, là, on a quand même beaucoup d'ajouts de manière à sécuriser les données. Et ça va même, donc c'est un texte qui va très très loin, puisqu'en fait, on a même un regard du juge japonais si l'entreprise japonaise utilise un sous-traitant ultérieur. Là, il faut qu'il demande l'autorisation du juge local. Donc ça va vraiment très très loin. Donc je ne suis pas certaine que les décisions d'adéquation les plus anciennes, comme par exemple le Canada, eh bien, vont jusqu'à cette protection-là. Et c'est pourquoi elles sont assez fragiles, ces décisions d'adéquation néanmoins, dans la mesure où peut-être il n'y a pas les garanties appropriées. Et c'est ce qui s'est passé pour le Privacy Shield. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, donc vous n'hésitez pas à utiliser le chat. Donc, l'actualité du sujet, c'est qu'en 2015, la CJUE avait déjà invalidé ce qu'on appelait le Safe Harbor, qui était cette décision d'adéquation. Et aujourd'hui, donc, il y a eu la naissance du Privacy Shield, et effectivement, avec le Privacy Shield, on allait un peu plus loin dans la protection, mais en fait, on savait dès 2015, lorsqu'il y a eu le Privacy Shield, ou début 2016, je ne me souviens plus, on savait qu'il y avait des trous dans la raquette. On se disait, combien de temps ça va durer? Bon, ça a duré jusqu'au 16 juillet 2020, mais on savait que tous les transferts aux États-Unis étaient quand même très fragiles. Et aujourd'hui, on est face à ça. Je vais vous dire pourquoi est-ce que c'était fragile après, mais déjà, je vais vous montrer la différence entre le Safe Harbor et le Privacy Shield. Vous voyez toutes les petites coches, alors, je ne sais pas si vous voyez suffisamment. Hein. Bon. J'ai essayé d'être claire, mais c'est petit quand même. Donc, vous voyez toutes les petites coches vertes, bon, bah ça valide effectivement. Et vous voyez, on est passé des petites
des petites croix rouges aux petites coches vertes. Par exemple, le droit d'accès aux données de la personne concernée, sous le Safe Harbor, il n'y en avait pas. Le droit d'obtenir confirmation des organismes détenant des données à caractère personnel, on n'en avait pas non plus, alors que le Privacy Shield le prévoyait. Je parle au passé, puisque maintenant. Et ensuite, sur la finalité, alors, la connaissance de la finalité, oui. Les nouvelles finalités n'étaient pas transmises à la connaissance des personnes concernées, ni le délai de conservation. On pouvait les utiliser autant qu'on le voulait, etc. Et là, donc, le Privacy Shield a bien sûr corrigé en fait, ces écarts de réglementation. Aujourd'hui, pourquoi? Puisqu'on avait ce Privacy Shield qui avait été renégocié, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on l'a validé? Eh bien, pour tout ça, en fait, les garanties appropriées, il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas suffisamment, disons, puisque, donc là, voilà, c'est qu'on a un droit des États-Unis, surtout depuis les attentats de 2001, en fait, qui s'est renforcé pour tout ce qui était sécurité du territoire européen et élargissement du droit d'enquête de la NSA. Et donc, ça, c'est le FISA, le Foreign Intelligence Surveillance Act, ce qu'on appelle le FISA, qui donne énormément de pouvoir à la NSA, d'écouter très largement les personnes sans qu'ils soient autorisés, et également d'aller fouiller toutes les données personnelles, que ce soit des données de citoyens américains ou de citoyens étrangers. Donc, ça donne quoi? Ça donne que, eh bien, on se retrouve avec un droit des pouvoirs publics sans autorisation préalable du juge, donc sans mandat, d'aller voir, et sans autorisation de la personne, d'aller voir donc, les données qui sont sur un serveur américain. On va revenir aussi sur cette histoire de serveur américain. On ne parle pas de territorialité du serveur, mais bien de serveurs qui seraient dirigés, enfin qui seraient contrôlés, enfin dont il serait titulaire, mais ce n'est même pas titulaire, ce n'est même pas propriétaire du serveur, c'est vraiment celui qui contrôle le serveur. Donc, si c'est une entreprise américaine, la NSA va avoir le droit d'y aller. La collecte en vrac, ça aussi, on a reproché, enfin, la CJUE le dit dans son arrêt, c'est-à-dire que, en fait, la NSA, elle va prendre, copier, dupliquer un certain nombre de données sans ciblage. Donc, c'est extrêmement large. Et elle se retrouve avec une titularité de données sans percevoir exactement la recherche précise. Dans certains cas également, il n'y a pas de voie de recours. Donc, on donne un blanc-seing à la NSA pour aller chercher les données et on ne sait pas ce qu'elles deviennent. On ne connaît pas les finalités non plus, puisque sous couvert du FISA, on ne sait pas s'il y a de l'espionnage économique ou financier, etc., ou politique. Et l'ombudsman, le médiateur qui avait été créé dans le cadre du Privacy Shield, en fait, est complètement annihilé par les autorités et par le pouvoir de la NSA. Donc, il est complètement... son avis et son pouvoir ne sera pas du tout entendu par la NSA. Voilà. Alors, on se retrouve avec effectivement des énormes trous dans la protection des données personnelles, des données des citoyens américains, comme des citoyens européens, comme d'ailleurs les citoyens américains, bien sûr. Bon. Mais eux, c'est l'organisation de leur ordre judiciaire et législatif qui est comme ça. Donc, on se retrouve avec, évidemment, autrefois, on avait ça, on avait le Privacy Shield, les clauses contractuelles tierces et type, et évidemment les cas particuliers de l'article 49. Et aujourd'hui, on se retrouve avec ça. J'ai mis un point d'interrogation sur les CCT, et ça, c'est important. Il faut bien vous dire que les CCT, c'est du contrat validé par la Commission européenne, certes, mais ce n'est pas un acte étatique. C'est un contrat qui est signé entre deux parties, avec parfois des négociations, comme je vous l'ai expliqué, avec des garanties supplémentaires qui sont demandées par l'exportateur de données. Il n'empêche que ça ne concerne que deux parties. Et au-dessus d'un contrat, il y a bien sûr tout ce qui est ordre public
et sécurité du territoire. Et sous couvert de cet ordre public et de la sécurité, eh bien, évidemment, le pouvoir de la NSA et le FISA est bien supérieur. Et donc, le contrat étant, pouvant évidemment ne pas servir de bouclier pour reprendre le vocabulaire du Privacy Shield, bien sûr. Donc, les pouvoirs de la NSA font fi, en quelque sorte, bien sûr, du contrat. Donc, lorsque Facebook, vous l'avez peut-être déjà lu, Facebook brandit, mais nous, on respecte les CCT européennes, on les a inclus dans nos conditions générales, ça n'a pas trop de sens. C'est-à-dire qu'elles existent, c'est bien, mais c'est complètement insuffisant pour pouvoir garantir ce transfert des données vers Facebook. Avant de répondre à ces questions-là, j'ai lu qu'il y a eu un ensemble de journalistes qui ont interrogé les grands acteurs américains sur ce qu'ils faisaient des données personnelles et justement, lorsque la NSA leur demandait ou pas, est-ce qu'ils avaient décidé d'avoir une politique, non, on ne transfère pas, on ne donne pas à la NSA, ou alors on ne permet pas à la NSA de rentrer dans notre système. Parce qu'en fait, la NSA aussi utilise les fameuses backdoors pour pouvoir plugger sur le système d'information. Et les backdoors, vous savez, ce sont les portes dérobées. On peut rentrer comme ça dans les systèmes d'information des entreprises. Et en fait, il y a énormément d'entreprises qui n'ont pas répondu. D'autres ont répondu que, eh bien, elles le faisaient parce que c'était la loi. Voilà. Et d'autres qu'elles avaient tout expliqué dans leurs conditions générales. Je pense à Facebook. Mais je vous le dis vraiment, c'est absolument pas légal. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on résilie le contrat? Est-ce qu'on stoppe tous les échanges avec les États-Unis? Et c'est là où certains brandissent le protectionnisme. Est-ce qu'on rapatrie les données? Mais comment? Puisqu'en fait, c'est vrai que notamment je sais que sur les gros serveurs d'Amazon, on peut mettre des calculateurs qui sont importants. Et donc, on a besoin de ces calculateurs-là pour faire tourner les algorithmes. Est-ce qu'on peut le faire technologiquement et financièrement? C'est ce que propose la réunion de toutes les CNIL européennes, de mettre de la technologie pour protéger les données. Et est-ce qu'on risque des sanctions? Parce qu'après tout, on se dit, bon, il n'y a plus Privacy Shield, mais comme ce n'est pas du protectionnisme, est-ce qu'on peut nous reprocher de travailler encore avec les États-Unis? Est-ce que vraiment il y a des sanctions? Et là, je fais un petit dérivé, je fais appel à votre souvenir lorsque le RGPD est arrivé en 2018, on s'est dit, non, mais la CNIL, elle ne sanctionnera jamais. Enfin, c'est beaucoup trop important, etc. Et en fait, la CNIL a sanctionné. Donc, il faut garder ça en tête. Je pense qu'elle est extrêmement déterminée. Voilà. On risque des sanctions, oui, c'est écrit dans le RGPD, les articles 80, 83, 84, là. C'est vraiment écrit très précisément, puisque en fait, on risque une sanction. Et en plus, c'est dans la seconde partie des sanctions, c'est dans la partie des 20 millions, on risque une sanction lorsque la mise en œuvre des transferts de données vers des pays tiers ou une organisation internationale sans que les conditions requises soient respectées. Donc oui, on risque une sanction. Il n'y en a pas encore eu, je vous le dis tout de suite, et on va prendre un exemple comme quoi ça n'a pas été sanctionné, et l'État n'a pas été sanctionné. Bon, je vais vous raconter ça. Alors, on sait très bien qu'avec les élections américaines, Joe Biden et son nouvelle administration ont beaucoup de sujets et on ne sait pas à partir de quand est-ce qu'une partie de l'administration Biden va s'occuper de ce vide juridique et du remplacement du Privacy Shield. Donc, on sait que ça va prendre sans doute quand même des mois et des mois et des mois. Donc, les CNIL européennes, ce qu'on appelle le DBP, les CNIL européennes ont procédé assez rapidement à des recommandations. Ça vient donc de leur recommandation là, qui a été transformée en schéma. Et en fait, c'est assez clair. Ça date de novembre 2020, donc c'est assez récent, bien sûr.
mais c'est assez rapide quand même. Donc, qu'est-ce qu'il propose? Il y a 6 étapes. La première étape, c'est surtout faire une liste de tous les transferts à l'international. Et lorsque vous faites cette liste-là, vous vérifiez si, c'est nécessaire, si en fait vous ne pouvez pas le faire soit vous-même, soit avec un sous-traitant plutôt européen. Mais surtout, ce n'est pas tellement ça, puisque encore une fois, il n'est pas question de, dans cette réglementation, il n'est pas question de sanctionner les acteurs économiques américains. Il n'y a pas de protectionnisme et il n'y a pas on jette aux gémonies les acteurs économiques américains. On fait attention, c'est surtout contre la NSA, mais pas les acteurs économiques. Bon, donc, ce qu'il faut faire aussi en profitant en fait de cette cartographie, de cet état des lieux des transferts internationaux, il faut voir si on respecte la minimisation. Est-ce qu'on ne peut pas limiter l'envoi? Et également, est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver une solution pour limiter les finalités? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a certaines finalités qui ne sont pas trop dangereuses et je peux transférer les données, mais pour certaines finalités, je ne les transfère pas. Voilà. Donc ça, c'est une étape importante à mettre en œuvre au sein de l'entreprise. Ensuite, on va, à partir de là, près de notre liste, on va checker à chaque fois sur quel fondement est-ce qu'on les transfère. Donc, avant, c'était simple, on avait le privacy shield. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, on n'a plus les décisions d'adéquation. On a les clauses contractuelles types, bien sûr. On a aussi les BCR, où on a évidemment les petits cas particuliers de l'article 49. Et évidemment, lorsqu'on a néanmoins les clauses contractuelles types, on va se dire, est-ce que j'ai suffisamment de garanties? Et on va en rajouter. Une fois qu'on a fait ce cheminement-là, on va aussi vérifier sur place, chez notre sous-traitant ou notre responsable de traitement conjoint, est-ce qu'ils ont bien mis, c'est pas le tout de promettre dans un contrat, mais est-ce qu'ils l'ont bien mis en place? Donc ça aussi, il faut auditer. Vous voyez, ça devient de plus en plus compliqué. Si c'est une filiale, par exemple, ça va être assez simple. Mais si c'est Google ou Amazon, ça va être extrêmement compliqué, bien sûr. Donc là, il y a vraiment 2 poids, 2 mesures. Et cette histoire de 2 poids, 2 mesures, bien sûr, ça va mettre très mal à l'aise, on va en parler dans notre conclusion, ça va bien sûr mettre très mal à l'aise la CNIL, puisqu'en fait, il n'y a pas d'égalité. Mais néanmoins, bien sûr, il faut garder à l'esprit qu'il faut quand même protéger les données personnelles des citoyens européens. Voilà, donc je vous laisse après relire tout ça et penser surtout aux garanties supplémentaires. Si je ne peux pas me passer d'un sous-traitant américain, pensez à rajouter évidemment des garanties supplémentaires. On va revenir tout à l'heure dessus. Et ensuite, on va essayer de construire une stratégie à partir des clauses contractuelles types. Donc, on sait néanmoins que ce contrat, du moins pour les États-Unis, est inférieur au FISA et au pouvoir de la NSA. Donc, quoi qu'il en soit, pour les transferts aux États-Unis, on ne peut pas, puisqu'on a toujours cette histoire-là. Cela dit, bon, moi je vous dis, je vous parle du FISA, etc., mais dans la pratique, vraiment, je ne sais pas comment la NSA agit. Donc, ce que je vais faire, je vais demander à mon importateur de données si, et c'est dans l'article, c'est dans l'article 5A et 5B, et je vous les ai remis. Le petit B, je vous les ai remis parce que c'est important. Je vais demander à mon importateur si il n'a aucune raison de croire que la législation le concernant l'empêche de remplir les instructions données par moi, l'exportateur des données. Donc, je vais être assez actif. Je signe les CCT. J'ai quand même essayé auparavant de minimiser les données que j'envoie aux sous-traitants. J'ai aussi essayé de voir quelle finalité vraiment, pour ces finalités-là, je ne transfère pas. Bien, ensuite, donc j'ai mes CCT
qui ont été rédigés par la Commission européenne. Et donc, sur la base du 5B, je vais lui demander ça. Après tout, c'est quand même lui qui connaît sa législation et pas moi. Et il est bien dit, voilà, il est bien dit que il me communiquer la modification d'exploitation de données sans retard après en avoir eu connaissance, auquel cas, ce dernier, donc une fois qu'il m'aura informé qu'effectivement, d'après lui, la législation ne va pas permettre de protéger les données, eh bien, moi, j'aurai le droit de suspendre le transfert ou de résilier le contrat. Et je rebondis sur mon article 4G, toujours des CCT, qui est à disposition de tout le monde. Hein. Vous allez voir sur Internet, sur le site de la CNIL. Il, c'est moi, transmettra toute notification reçue de l'importateur de données ou de tout sous-traitant ultérieur à l'autorité de contrôle, donc à la CNIL, s'il décide de poursuivre le transfert ou de lever sa suspension. Je m'explique. Si vous utilisez un sous-traitant qui est indispensable pour votre activité, vous avez l'information de celui qui reçoit vos données, comme quoi la législation ne va pas permettre de protéger les données à caractère personnel. Mais vous avez absolument besoin de lui pour votre activité. Eh bien, vous allez informer la CNIL que vous êtes devant un sérieux problème. Et s'il vous plaît, Madame la CNIL, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue le transfert ou est-ce que je suspends le transfert? Voilà. Et donc là, vous allez très officiellement demander à la CNIL de prendre position. C'est marqué dans les CCT. Les CCT que connaît très très bien la CNIL, bien sûr. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre ou pas, c'est un peu déplaisant. Donc, quand on reprend les solutions, les tentatives de solutions, puisqu'en fait, comme je vous le dis, quoi qu'il en soit, on est face à cette législation américaine qui ne nous permet pas de protéger les données et de les sécuriser, puisqu'en fait, la NSA peut y avoir accès. Donc, on a bien sûr la cryptologie et la pseudonymisation. La cryptologie en gardant bien sûr les clés vers nous. Si c'est possible, faites-le. C'est une solution importante qui est clairement indiquée par les CNIL européennes, hein, par le DPP. Donc, pensez à la cryptologie quand c'est possible, bien sûr. Pensez aussi à la pseudonymisation. Est-ce qu'il est possible pour vous de pseudonymiser, c'est-à-dire de remplacer, pour ceux qui ne savent pas, hein, de remplacer vraiment les noms, les prénoms, enfin les éléments d'identification par une table de concordance, donc par des numéros ou des lettres, et puis vous avez la table de concordance et vous pouvez évidemment retrouver évidemment les personnes. Mais vous, ce que vous envoyez, c'est la base de données pseudonymisée, sans possibilité évidemment de connaître qui il y a derrière toutes les informations que vous envoyez. Ça aussi, c'est une bonne solution. Ça dépend en fait, bien sûr, des cas. L'autre chose que vous pouvez faire, parce que quand on étudie les sanctions de la CNIL, les décisions de sanctions de la CNIL, on voit que la CNIL, elle apprécie la personne qui a mis tout en œuvre pour évidemment protéger son activité, mais aussi répondre aux obligations du RGPD. C'est par exemple, vous savez, les audits de sécurité. C'est par exemple l'existence d'un comité RGPD au sein de l'entreprise, etc. D'accord ? Bon. Donc, s'il est possible aussi, selon la taille de votre entreprise, de mettre de mettre en place en interne un petit comité pour essayer de trouver des solutions pour rapatrier les données. Voilà, ça peut être, on se réunit régulièrement, peut-être une fois tous les mois, et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va regarder si un autre sous-traitant européen pourrait remplacer notre sous-traitant américain? Est-ce qu'on peut lancer, est-ce que la cryptologie, c'est possible? Est-ce que la pseudonymisation, c'est possible? Enfin, en tout cas, cette histoire de mettre en œuvre un projet interne de rapatriement des données, c'est aussi une preuve de bonne volonté vis-à-vis de la CNIL. On ne sait pas encore si la CNIL va vraiment sanctionner ou pas, même s'il y a des fortes… Évidemment, on ne voit pas pourquoi elle ne le ferait pas. Donc ça, c'est un élément fort pour dire on est en train de résoudre le problème.
Et je peux vous le dire avec beaucoup, en fait, pas avec certitude bien sûr, mais quand on lit toute la littérature de la CNIL, je trouve que ça fait bien cohérence. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire du Health Data Hub en Europe, où le Health Data Hub est confié à Microsoft sur des serveurs aux Pays-Bas. Donc il y a eu une petite bataille judiciaire, je vais revenir, et la CNIL a maintenu, malgré la décision du Conseil d'État de dire non, mais il n'y a pas de problème pour que Microsoft aux Pays-Bas s'occupe des données de santé des Européens, la CNIL a soutenu en disant mais non, c'est très dangereux puisqu'en fait on a cette législation américaine. Et néanmoins, l'État n'a pas été sanctionné. Néanmoins, la CNIL est d'accord pour accorder 2 ans à l'État français pour pouvoir trouver une autre solution. Donc, il me semble que ça, c'est un bon parallèle pour dire, écoutez, laissez-nous du temps, on a notre comité interne qui est en train de réfléchir à trouver des solutions tant qu'on n'a pas de nouvelles décisions d'adéquation. Évidemment, il faut toujours penser à l'article 49, pourquoi pas, mais sachez que c'est de toute façon à utiliser avec beaucoup de parcimonie et sur des courts délais, donc ça ne résoudra pas votre problème. Et puis ensuite, on a la possibilité donc de tenter de solliciter l'autorité de contrôle. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure entre cette articulation entre l'article 5B, je reviens en arrière, voilà, 5B ici, qui évidemment fait écho aux 4G des CCT. C'est-à-dire que je demande, en toute confiance, je demande parce que j'ai mon contrat à mon importateur en disant est-ce que votre législation respecte le RGPD? Voilà. Et s'il me dit non, je ne crois pas, ou s'il vous dit oui, bon, vous êtes tranquille. S'il vous dit non, je ne crois pas, alors je dis moi, j'ai besoin de ce sous-traitant-là. Madame la CNIL, qu'est-ce que je fais? Bien sûr, puisqu'en fait, c'est prévu dans les clauses contractuelles. Voilà. Donc, votre importateur vous signale que la législation qui lui est applicable a des conséquences négatives pour les garanties et les obligations. Vous transmettez à la CNIL la notification si vous décidez de poursuivre le transfert parce que vous avez besoin de ce sous-traitant-là. Il est fort possible, comme je vous le disais, que vous ayez besoin des calculateurs qui sont sur les sites, sur les serveurs de Amazon, par exemple. Puisqu'en fait, moi, j'ai un client qui est dans ce cas-là, et donc, voilà ce qu'on a décidé de faire. Voilà. Bien sûr, vous pourrez toujours, mais là, ça va être plus compliqué, ça va être assez coûteux. Bien sûr que vous pouvez ensuite penser à intenter une action contre votre sous-traitant si vous-même vous êtes sanctionné, puisque en fait, vous mettrez dans la cause devant le Conseil d'État le sous-traitant pour ne pas avoir respecté son contrat. Mais il n'empêche que vous aurez quand même été sanctionné par la CNIL. Voilà. Je vous ai rajouté, bien sûr, donc, sans oublier la vérification des sous-traitants installés dans des pays tiers à l'Union européenne, parce que là, on a parlé beaucoup des Américains, mais évidemment, c'est la même chose pour les pays tiers. Hein. Je pense beaucoup à Madagascar, au Maroc ou en Inde. On a des clients qui travaillent là-bas. Donc, évidemment, cette réflexion est également identique pour ces pays-là. Bien vérifier, vous savez, l'obligation et le principe de garantie appropriée. Il ne suffit pas de signer les clauses contractuelles type. Hein. Il faut aller vérifier si elles sont exactement respectées par votre importateur. Et puis, évidemment, donc respecter l'existence d'un fondement juridique. Ça, c'est la première étape, ou la deuxième étape, je crois, la deuxième étape de l'EDBP. Voilà. Et ça, on peut s'inspirer assez facilement donc, de cette histoire du Health Data Hub, qui est assez riche, en fait. Le Health Data Hub, on a la CNIL qui n'était pas d'accord en disant qu'il y avait des vrais dangers. Donc, il y a eu une ordonnance du Conseil d'État le 13 octobre 2020, donc c'est très récent, et le Conseil d'État dit, non, il n'y a pas de dommage, il n'y a pas de préjudice, Microsoft en plus est aux Pays-Bas, mais surtout, il n'y a eu aucune violation, donc je ne vois pas pourquoi est-ce que je condamnerais, dit le Conseil d'État. Et en fait, la CNIL
Et donc, en fait, Microsoft a rajouté un avenant au contrat qu'il avait conclu avec les États, parce que c'est surtout l'État français, mais je crois que l'Allemagne aussi est intéressée, et en disant dans cet avenant, mais non, on ne transfère pas aux États-Unis les données de santé qui sont sur nos serveurs, mais là, la CNIL dit bien, et ça a été repris par l'ensemble des CNIL, le DVP, dans ses recommandations de novembre, bien entendu, à partir du moment où vous êtes dans l'informatique et que vous surveiller des serveurs, notamment pour la sécurité du serveur lui-même, pour éviter pour faire les tests d'intrusion. Bien sûr que pour les raisons de maintenance, il y a des données qui partent aux États-Unis. Donc, faut pas, on n'est pas des lapins de 3 semaines, comme on dit. Et donc, bien sûr qu'il y a des données qui partent, même lorsque les serveurs sont situés en Europe, dans les pays européens. Et quoi qu'il en soit, on a toujours cette législation américaine supracontractuelle. Et la CNIL s'est battue. Donc là, la CNIL a perdu, mais en fait, elle s'est battue ensuite et elle a maintenu sa pression sur le gouvernement français qui en fait a dit bon, d'accord, on va réfléchir à une autre solution, pour éviter que ce soit Microsoft qui gère les serveurs sur lesquels on a les données de santé des citoyens européens, et notamment français. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour pour synthétiser. Oui, il y a un vide. Oui, on n'a plus l'autorisation d'envoyer de transférer des données personnelles aux États-Unis, c'est sûr, puisqu'en fait, on a cette législation supracontractuelle. On peut mettre en place des solutions avec la cryptologie, la pseudonymisation. On peut également créer une stratégie en demandant au sous-traitant si sa législation qui lui est applicable personnellement, respecte le RGPD. Donc tout ça, c'est une stratégie à construire. Bien sûr, on a ce comité interne qui est aussi intéressant également. Voilà. Et a priori, il est possible que la CNIL sanctionne si on ne respecte pas cette réglementation. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà. Évidemment, vous pouvez de toute façon m'envoyer, si vous n'en avez pas tout de suite, vous pouvez m'envoyer des questions à mon adresse email ici, qui s'affiche. J'aurai beaucoup de plaisir à répondre. Et puis, si vous avez des solutions ou de nouvelles stratégies à me proposer, je suis aussi friande de vos idées. Voilà. Très bien, Madame l'Hospitalier. S'il n'y a pas de questions, a priori, à venir dans le fil sur le site du Salon Data, on va conclure là. Je vais vous remercier et puis en vous souhaitant une très belle fin de journée à tous. Merci beaucoup. Merci.